Benoît Miribel, Anne-Cécile Violent, venez à la tribune. Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions, et en particulier des questions de travail ensemble, mais il y a un secteur sur lequel on s'interroge. Chez France 4 One, c'est la question... La question de l'économie et la question des acteurs économiques, parce qu'on les entend quand même pas beaucoup. Alors, autant on les entend dans le domaine de l'agriculture, c'est vrai que les impacts sont peut-être plus marqués, autant si on prend les entreprises de santé ou si on prend les entreprises agroalimentaires, on a plutôt affaire souvent, si on veut être un peu critique, à des opérations de greenwashing, mais on n'a pas souvent accès à des gens qui font une vraie réflexion de fond et qui changent les politiques industrielles pour aller dans le sens de One Health et de toutes ces questions. Donc, à la tribune, maintenant, j'ai Benoît Miribel, qui est le secrétaire général de la Fondation Une Santé Durable pour tous, et qui est également membre du CESE. Et Anne-Cécile Violent, qui est députée de Haute-Savoie et présidente du groupe Santé-Environnement à l'Assemblée nationale. Donc voilà, j'aimerais avoir votre position en particulier sur le rôle de cet acteur et comment faire pour faire en sorte de le faire bouger dans le bon sens et de mobiliser ses énergies. Anne-Cécile, oui, avec plaisir. Bonjour à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et toutes mes excuses pour ne pas avoir pu assister à la totalité de vos débats ce matin. Et je remercie Maud, ma collaboratrice, qui a été mes oreilles ce matin. Donc j'ai quand même pu avoir des retours de vos échanges de ce matin. Alors effectivement, comment déjà vous dire un honneur d'être avec vous, hein, parce que je sais combien vous êtes ceux qui travaillez au quotidien justement sur ces questions-là, et on se nourrit, les parlementaires, justement de tout ce que vous faites, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, et puis d'être dans ce lieu effectivement extrêmement symbolique, et je pense que c'est important pour aborder ces sujets-là que d'être ici. Je crois qu'il faut qu'on change complètement notre paradigme, justement quand on parle d'entreprise, et de santé-environnement d'une manière générale. Et c'est quelque chose qui guide vraiment là notre réflexion, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Quand je dis changer de paradigme, c'est justement vraiment d'associer la question de la prise en compte de l'environnement au sens large et les opportunités économiques qui y sont liées. On a évidemment, dans le cadre de mes activités, je rencontre énormément d'entreprises et elles ne sont pas dans l'inaction, bien sûr. Elles tentent comme elles peuvent de s'adapter et de créer. Mais ce qui ressort, c'est quand même que justement les contraintes, ce qui peut être vécu comme une contrainte au départ, peut être aussi levier d'opportunité, de créativité et d'innovation pour les entreprises. Donc ça, c'est déjà un élément de se dire que finalement, de pousser la recherche et développement sur des enjeux environnementaux, sont aussi des vrais intérêts d'innovation et donc de production et de création d'emplois et donc de vrais leviers économiques. Alors bien sûr, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a quand même à affronter quelques freins. Le premier frein, c'est évidemment le frein financier. C'est le premier frein que peuvent évoquer les entreprises en disant finalement, s'il faut qu'on s'adapte, ça va être forcément des coûts importants dans un contexte qui, vous le savez, est extrêmement contraint. Donc c'est encore une fois de transformer cette vision de la contrainte et du frein comme une opportunité, mais là aussi, il faut bien sûr que les pouvoirs publics puissent accompagner véritablement. Un frein énorme, c'est le frein administratif. On a vraiment besoin de travailler la simplification. Alors bien sûr, j'ai travaillé notamment sur cette question-là, et c'est vrai que quand on rencontre les entreprises avec ce mot, ça a plutôt tendance à les effrayer qu'autre chose, et ils nous disent mais arrêtez de simplifier, arrêtez de vouloir simplifier, c'est encore pire. Donc au moins laissez tout comme c'est, et on sera plus rassuré.
On a cette volonté-là véritablement. Vous savez qu'il y a un projet de loi qui est en cours de navette actuellement. Et je crois qu'on a vraiment, vraiment intérêt, alors, et en termes de simplification administrative, mais aussi en termes de lisibilité, et notamment de lisibilité de nos plans et de nos aides financières, parce que c'est aujourd'hui pas du tout lisible pour les entreprises. Et si on veut vraiment être efficient dans ces aides-là et dans les possibilités que peuvent rencontrer les entreprises, il faut vraiment, vraiment qu'on les aide. Alors il y a les idées de guichet unique, il y a des choses déjà qui sont en place, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas forcément de manière très optimale, donc il faut vraiment qu'on les accompagne. Et puis, il faut aussi évidemment qu'on puisse accompagner cela d'une manière générale sur, on va dire, il peut y avoir des freins alors, réglementaires et législatifs, et évidemment, vous imaginez bien que c'est au cœur de nos préoccupations. Donc je crois que la première chose, c'est vraiment d'être dans ce changement de paradigme et que l'on puisse communiquer comme cela et d'arrêter de parler justement de contraintes ou d'écologie punitive. C'est vraiment, et c'est réel, hein, c'est réel, la nécessité de travailler dans un environnement sain est source véritablement de production de richesses et de levier économique, véritablement. Après, bien sûr, qu'il faut qu'on puisse justement avoir des vraies campagnes de sensibilisation et d'information par rapport à tout cela. Il faut qu'on puisse, encore une fois, développer des dispositifs qui soient adaptés. Et puis, je crois que c'est aussi mettre en relation, je pense que c'est aussi notre rôle que de mettre en relation tous les acteurs, c'est-à-dire non seulement, bien sûr, les entreprises, mais aussi les acteurs qui peuvent les aider, c'est-à-dire les administrations, mais aussi les associations, les agences, qui permettront justement de travailler ensemble. Et ça rejoint ce qui a été quand même un des fils rouges de ce matin, cette idée de travailler ensemble. Là, tu l'as très bien dit pour les agences, enfin, ou en tout cas pour les intervenants qui étaient là sur la table ronde précédente. Il est essentiel, effectivement, que tout le monde puisse travailler ensemble. Et je termine juste sur une petite chose qui n'a rien à voir avec l'économie, mais je voulais le faire en préambule et j'ai oublié. J'ai écouté cette fin de table ronde et dans le contexte dans lequel on l'est, tu as fait un petit clin d'œil sur les préoccupations et la réflexion du Sénat en ce moment sur les différentes agences de l'État. Même s'il est nécessaire d'avoir une réflexion, véritablement, sachez que, en tout cas, en ce qui me concerne et mon groupe politique, on va avoir un regard extrêmement, extrêmement aigu, extrêmement vigilant, et que, en tout cas, vous pourrez me trouver sur le chemin de la défense des organismes que vous représentez aujourd'hui, parce que je suis plutôt bien placée pour savoir ce que vous faites au quotidien, et que je n'aurai de cesse de défendre, justement, notamment les financements, mais aussi la pérennité de vos agences. Voilà, je vous laisse la suite sur cette partie. Benoît, sur cette question des entreprises et du rôle de la force économique, justement dans les modifications qui devraient être celles qui devraient commencer à poindre sur le One Health par rapport au pays, par rapport au territoire et par rapport à tout ça. Cet enjeu est clé. On peut citer plusieurs exemples. Il est clé, même si effectivement, je remercie Benoît Vallée, le DG de l'ANSES, d'avoir cité ce forum international qui a été lancé pendant la pandémie, qui est parti, je dis un mot là-dessus pour qu'on comprenne d'où on parle, qui est parti de la connaissance scientifique. C'est parti des scientifiques dans leur diversité, pour que les acteurs qui mettent en œuvre des projets, des ONG, des fondations, quelques entreprises, pas suffisamment, et on va y venir, quelques entreprises, Nutricet, Veolia, Sanofi, et très peu, soient là en se disant il faut que nos discussions informelles, intersilos, se formalisent. Et donc il fallait un outil. Cet outil, c'est une fondation qui a été abritée dans un premier temps à la fondation Bouloukian à Lyon. Le nom de cette fondation abritée, c'est Une santé durable pour tous, en gros une utopie, dont la mission est d'accroître le dialogue et les projets innovants entre acteurs publics et privés concernés par une santé durable pour tous. Ça, c'est de la mission, le plan de travail. Depuis juillet, cette fondation est abritée à l'Institut Pasteur, à l'invitation de Yasmine Belkaïd, la nouvelle directrice de l'Institut Pasteur, qui a voulu renforcer l'aspect science et société. Donc on est vraiment là-dessus, si on part de la science, des connaissances, des agences qui y travaillent, tout ce qui a été évoqué précédemment, pour aller plus loin
et dans les actions de la société civile professionnelle, comment est-ce qu'on intègre cette réalité? Alors, cette fondation donc, soutient un forum international, One Sustainable Health, une coalition One Europe for Global Health qui est née pendant la présidence française de l'Europe, parce que comme l'a très bien dit Benoît Vallée, le One Health doit être dans un cadre Global Health, tout est connecté. Hein. Ici, on est à l'Académie de l'agriculture. Notre agriculture française, notre alimentation française dépend complètement de l'international, de ce qui s'y passe aussi. Hein. Aujourd'hui, rien ne s'arrête aux frontières, tout est perméable, même si effectivement on a une souveraineté et que ça pose la question de la France dans l'Europe, l'Europe dans le monde. Voilà. Donc effectivement, dans ce cadre-là, pour revenir sur le sujet de l'entreprise, on manque d'entreprises. Bon. Mais il faut dire que les choses ne sont pas simples et qu'elles avancent doucement. Évidemment, les experts scientifiques ici sont tous convaincus. Ils baignent dans le One Health de par leur histoire, de par leur connaissance. Mais ils savent effectivement qu'on a besoin dans nos sociétés civiles d'accomplir un peu plus loin. Tu as cité, Olivier, le Conseil économique, social, environnemental. Je siège dans 3 commissions. La commission internationale, la commission environnement et la commission territoire, alimentation, agriculture. Qui siège au titre du groupe Associations et Fondations, où je représente les fondations. J'ai travaillé sur un avis Europe de la santé en 2022, et effectivement, je poussais, encore une fois, alimenté par les scientifiques, sur ces questions One Health. Mais j'étais vu comme un extraterrestre. Et dans la commission environnement, on a un avis qui sera présenté en plénière la semaine prochaine, que je vais porter au nom de mon groupe sur la biodiversité. On parle très peu de One Health de santé. Enfin, quand on en parle, c'est « Ah oui, c'est vrai ». Personne ne conteste, mais le réflexe n'est pas là. On le sait, donc il faut continuer à travailler comme on le fait et à cheminer, parce que ça prend du temps, parce qu'il y a déjà beaucoup de verticalité nécessaire et approfondie. Le sujet de biodiversité comprend, lui, 5 nexus. Je ne vais pas développer tout ça. Bon. Mais effectivement, hier, on avait un petit déjeuner avec une fondation qui nous présentait le rapport de l'IPBES, justement, là-dessus. La santé est évoquée, mais effleurée. Voilà. Bon, donc, je ne vais pas illustrer tout ça davantage pour aller dans le sens où, de la connaissance, des agences, on a un rôle, les professionnels de la société civile, entre guillemets, collectivement, pour faire avancer les choses. Ça prend du temps, mais ça avance. Ça avance. L'entreprise, citons un outil évidemment qui est venu du Green Deal dans toute l'Europe, qui est la CSRD. Donc l'entreprise doit s'intéresser à cette réalité One Health. Elle connaît les enjeux carbone, l'environnement, mais pas suffisamment la prise en compte globale d'enjeux. Les critères CSRD qui se sont imposés comme des critères extra-financiers pour les entreprises, même si en ce moment ils sont rechallengés, permettent à une entreprise de pouvoir exprimer son action sur, en gros, l'environnement, la santé, la société et sa contribution aussi. Alors, évidemment, ici, à l'Académie de l'agriculture, je ne vais pas développer tous ces sujets, mais on voit bien comment des entreprises dans l'agroalimentaire ont des responsabilités sur la chaîne, sur l'exploitation des sols, sur l'élevage. Vous voyez, enfin, il y a un certain nombre de critères. On avait un webinaire il y a quelques semaines avec Planète Score, Sabine Bonneau, c'est une coopérative de scientifiques au départ, et il y a 300 entreprises qui souscrivent, et qui effectivement sont de plus en plus lisibles sur des indicateurs, des critères d'attention. On sait que pour notre bonne santé, que nous nous souhaitons toujours en bonne année, il nous faut une diversité alimentaire, il nous faut des protéines, enfin, toute la diversité. Donc comment le végétal, l'animal suit cela, avec évidemment aussi des entreprises qui font de la transformation alimentaire. Donc, sans aller au-delà, parce que l'idée c'est de pouvoir, et puis tout le monde est, je crois, arrivé au bout de la matinée, mais c'est d'illustrer que dans ce contexte One Health, alors, pourquoi les scientifiques de ce forum parlent du One Sustainable Health? C'était pour faire le lien avec les 17 ODD, le Sustainable Durable, parce que les objectifs du développement durable, il y en a 17. Le 17e, c'est comment travailler ensemble, toujours une vraie question, n'ont pas donné lieu encore à un plan d'action mondial.
Et c'est déjà bien qu'il y ait eu un accord sur 17 grands objectifs. On voit donc qu'en structuration internationale, on progresse petit à petit et on essaye de montrer que des causes s'ajoutent et ne sont pas en compétition. C'est aussi très important parce que derrière, après, ça s'illustre par des ministères, par des agences onusiennes, par des structures qui tirent d'un budget d'un côté, qui tirent de l'autre. On essaye de démontrer, et la science nous le montre, une fois de plus, que des choses fonctionnent ensemble et se renforcent. Ça, c'est très intéressant. Hein. Et effectivement, on a besoin d'entreprises dans leur action sur l'environnement, sur nos sociétés, sur notre santé. Vont-elles polluer? Vont-elles utiliser les plastiques? Jusqu'au comment? Et aussi les produits qu'elles produisent. De quelle façon? Donc voilà une illustration. Et nous aurons... puisque Benoît Vallée, un certain nombre d'intervenants ici, Yazdan nous a quittés, mais c'est aussi un des premiers à y avoir été engagé avec l'ANRS et MIE dans le forum. Enfin, je ne vais pas tous les citer, Pasteur bien sûr, et d'autres, le CIRAD avec Thierry François, qui fait partie de ceux qui ont défini ça. Donc, parce que je tiens toujours à souligner qu'on part de la science. Sinon, si on n'est pas dans la science, on est dans des opinions, on est dans des points de vue, et c'est très grave, on a des dérives comme ça. Et donc, il faut investir dans la science, il faut la défendre, et il faut qu'après, les professionnels des sociétés civiles que nous sommes appliquent ça, l'adaptent. Alors là, les entreprises, c'est un enjeu. Donc je remercie Neil de le mettre en avant avec Madame la députée, puisqu'il y a des signes quand même, et dans 6 mois, nous aurons à Lyon, au Musée des Confluences, à l'Académie de l'OMS, la 3e conférence OSH for All. Et donc le CNI, le Conseil national des industries, à travers l'ambassadeur Bloom, le groupe santé des entreprises, nous a dit on veut faire un side event à cette occasion. Donc les choses bougent parce que bien sûr on est ouvert à ça, à la discussion. On sait qu'on a besoin de l'innovation aussi des entreprises dans tous les domaines, hein, donc de la recherche. Tout ça doit se faire de façon ouverte, comme vous l'avez dit Madame la députée, on encourage. Donc nous vous invitons à venir bien sûr à Lyon début juillet pour la suite. Neil étant partenaire aussi de ce que nous faisons et réciproquement. Merci Benoît. Oui, je vais être plus critique ou plus pessimiste. À l'heure actuelle, on est quand même dans un concept, quand on discute avec les entreprises en général. Il y a quelques entreprises en particulier qui maîtrisent et qui comprennent le sens profond de One Health et qui adaptent non seulement leur comportement, mais également les produits qu'elles produisent, et ainsi de suite. On peut citer par exemple l'alliance franco-danoise avec les laboratoires qui sont issus du Danemark et qui ont eu un axe particulier justement sur le développement du One Health et du développement durable. Mais le reste du temps, en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, qui est au cœur même du fonctionnement de la santé humaine, on s'aperçoit que la réflexion est proche de zéro. Ou alors on est uniquement dans la communication, mais et on va finir un jour par refaire du greenwashing, mais ce sera du One Health washing, ce sera la même chose. Mais on n'arrive pas fondamentalement à trouver des projets au sein de ces entreprises qui soient des projets de transformation profonde, qui fassent qu'on arrive à faire bouger les choses. L'agroalimentaire, c'est pareil. On a interrogé, pour préparer cette table ronde, on a interrogé plusieurs industriels, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ce qui les intéresse, c'est les aspects de communication, mais ce n'est pas les aspects de transformation de la société. Alors c'est vrai que, enfin, du côté du pharma, évidemment, c'est complexe. Et tu as raison, mais sur l'agroalimentaire, et là, encore une fois, avec Planet Score, qui est membre du forum, avec qui on travaille, il y a des évolutions. Il faut quand même, alors c'est peut-être pas des grands groupes alimentaires, mais il y a des entreprises alimentaires. Il y en a 300 qui souscrivent, qui font bouger un certain nombre de lignes. Et on pourra vous mettre en relation avec Sabine Bonneau, hein, puisque c'est partie des scientifiques qui arrivent à convaincre des entreprises, qui effectivement vont pouvoir faire une communication positive vis-à-vis du consommateur, qui est attentif à ça. Et donc on a des évolutions qui sont possibles, hein. Mais insuffisamment, on est d'accord, et c'est bien de le pointer aujourd'hui pour encourager ça, pour mettre des moyens dans cette logique-là. Je me permets juste un petit mot, puis je vous laisse la parole, mais c'est vrai que je partage ton regard critique, mais effectivement, il faut quand même saluer
les entreprises qui s'engagent, y compris dans l'agroalimentaire, parce qu'il y en a quand même. Oui. Je pense que la pharmacie et le pharmaceutique restent effectivement compliqués, mais qu'ils le font, et qu'ils le font vraiment sous l'angle justement de la santé-environnement. C'est-à-dire qu'il y a quand même des entreprises qui sont convaincues et qui ont une communication positive, et ce sera véritablement le secret de la réussite. Et voilà, je pense que c'est important quand même de reconnaître ce qui a été fait, parce qu'il y en a certaines qui s'en sont vraiment saisies et qui reconnaissent qu'elles ne seraient peut-être pas allées aussi vite si justement il n'y avait pas eu cette contrainte. Et l'argument principal pour leurs employés, c'est tout simplement des questions de santé pure. On n'est même plus dans la santé environnement, c'est la question de la santé. Non, mais heureusement qu'il y a des pionniers. Parce que si on n'avait pas de pionniers, ce serait dramatique. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à transformer des attitudes in situ personae d'un certain nombre d'entreprises en un véritable mouvement économique qui va d'ailleurs nous permettre très certainement de résoudre un certain nombre de problèmes budgétaires et de structuration de la société auxquels on est confronté à l'heure actuelle. Monsieur, vous vouliez poser une question? Oui, tout à fait. Pour rapport à Claude Vincent de World Microbiome Partnership, One Health. On a réussi une opération qui est positive. On a réuni tous les scientifiques mondiaux à partir de l'Académie de médecine de France sur le One Health. Donc on a des Chinois, on a des Américains, on a le NIH, le CAS chinois, on a toute l'Europe. On a aussi des entreprises. Mais on a les gens du microbiome dans l'entreprise. Et on a aussi toutes les agences. Et on a de la difficulté à passer au-dessus. Et là, je vous rejoins, c'est comment on passe du scientifique au commercial. Et on a discuté avec Nestlé, avec toutes les grandes sociétés de la santé, avec aussi l'agroalimentaire, et avec tout ce qui est les sociétés de traitement des eaux, etc. Et on a des difficultés de passer au-delà du scientifique. Donc il va falloir changer de paradigme dans les sociétés. Alors peut-être justement, fort de tout ça, des discussions que l'on entend, j'annonce que nous tiendrons au musée des Confluences, le lieu est bien choisi, le lancement de la fabrique One Health internationale avec différents acteurs dont l'entreprise. Donc il y aura dans le musée des Confluences qui est privatisé à Lyon des espaces de travail sur des projets. Donc vous voyez, on fait comment ? Lundi 30 juin, et après il y aura donc ça va durer 3 jours. Donc il y aura aussi des défis, donc des prix. C'est-à-dire on trouve des outils quand on fait ces choses-là, des moyens pour que les gens se concertent, se parlent et rentrent dans l'opérationnel. Le besoin aujourd'hui, c'est d'opérationnaliser par des projets, attirer l'attention, montrer ce qu'il y a, et que c'est pour le bien de notre santé et de notre planète. Et la santé de la planète marche avec la nôtre réciproquement. Enfin, voilà. Mais tout ça, ça se démontre, ça se prouve, ça s'encourage par des rencontres, par des moyens. Et on essaye d'y contribuer, effectivement. Donc vous serez là, j'espère, avec tous les acteurs du microbiome, puisque le microbiome, c'est de l'intestin à la terre, au sol, tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on découvre et que l'on prend en compte. Bonjour, je suis Anne-Marie Jean, je suis vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de l'économie. Strasbourg est assez fortement engagé sur le One Health. Vous connaissez sans doute un certain nombre ici, ma collègue Françoise Schetzel, voilà, qui est vice-présidente en charge de la santé environnementale, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais on porte ensemble ce sujet, elle bien sûr beaucoup plus que moi, mais moi j'essaie de le porter justement sur ce volet de l'économie. On va passer une délibération au prochain conseil métropolitain pour porter une vision globale sur le sujet One Health. Moi, il me semble qu'il y a un angle en particulier qui est quand même un point d'ancrage naturel pour les entreprises, c'est les questions de santé au travail. D'ailleurs, ça a été beaucoup évoqué ce matin, les maladies professionnelles de certains métiers. J'ai vu passer les pompiers, les égoutiers, les agriculteurs ont été beaucoup cités. En fait, dans tous les milieux, c'est le cas. On va commencer à travailler à Strasbourg. Je suis également présidente de la Maison de l'Emploi avec les fédérations des métiers de la propreté et de la restauration. Parce qu'en fait, il y a eu un projet pilote qui a été fait dans le cadre du CLS et qui a été restitué dans le cadre du CLS. Et là, j'ai eu un tilt. C'était un projet sur un collège où tout le monde a été mobilisé sur les questions de la santé, notamment des perturbateurs endocriniens. À l'âge de l'adolescence, c'est particulièrement sensible. Et donc, tout le monde a bossé sur le sujet, y compris
les gens qui conçoivent la restauration, qui la préparent et qui font le nettoyage dans la restauration. Donc ils ont vraiment travaillé ça à fond et ils ont été formés, ils ont eu des interventions pour leur expliquer que les produits de nettoyage, on ne doit pas faire n'importe quoi, que dans l'alimentation, il y a aussi des choses qu'il faut choisir en conscience. Et du coup, je me suis retournée vers la Maison de l'Emploi où on travaille beaucoup avec la Fédé de la propreté, on a fait des tas de trucs très bien. On n'a jamais en fait abordé ce sujet-là avec eux. Or, ce qui est vrai quand on est un agent de ménage dans la cantine d'un collège, ça peut s'utiliser ailleurs. Donc on va enclencher ça, d'enclencher un programme de formation qu'on va proposer. On n'est pas dans une situation de pouvoir le rendre obligatoire, mais voilà le genre d'action sur lesquelles je pense qu'on peut vraiment avoir des leviers. Je cite cet exemple, métier de la propreté, métier de la restauration, mais je pense qu'en fait on peut creuser des choses dans beaucoup d'entre eux, et en ne prenant pas que du côté de la médecine du travail, dont c'est bien sûr le rôle, mais aussi directement du côté des entreprises. Et vous avez cité la CSRD, dans beaucoup d'entreprises, la préoccupation RSE, elle est très présente, alors parfois un peu pour du greenwashing, d'autres fois parce que les arrêts de maladie, ça coûte cher et qu'on a tous intérêt à les prévenir. Finalement, on va dire, quelle que soit la motivation, l'essentiel, c'est d'y aller. Donc voilà, je pense que là, on a un gros levier avec les acteurs économiques sur lequel travailler. Et puis la question des coopérations locales, je pense aussi qu'elle peut vraiment jouer. On a à Strasbourg un programme qui s'appelle Territoire de santé de demain. On a été lauréat du PIA, Programme d'investissement d'avenir. Alors les entreprises qui sont dedans, c'est plutôt des entreprises qui proposent des solutions sur le soin, en fait. Quand on parle du secteur de la santé, on parle plutôt du secteur du traitement de la maladie que de la santé en elle-même. Mais on a aussi beaucoup d'actions de prévention. Et là aussi, on arrive à trouver des entreprises pour contribuer à leur financement. La Sécu elle-même, c'est compliqué, mais des mutuelles et là aussi des grandes entreprises qui voient leur intérêt à agir sur la prévention santé, on arrive à les embarquer dans des programmes territoriaux où on se rencontre aussi localement entre acteurs qui certes sont habituellement en silo, qui n'ont pas l'habitude de travailler, mais qui bossent ensemble. Donc en tout cas, voilà, tout à fait intéressé à continuer de travailler avec vous sur ces sujets. Merci d'avoir organisé cette matinée. Merci beaucoup. Alors cette question du RSE, justement, Anne-Cécile, on pourrait se la poser, est-ce que le cadre législatif et réglementaire ne devrait pas intégrer la notion de One Health, d'une seule santé, dans cette notion, dans ce qui concerne le RSE? La responsabilité. La RSE, excusez-moi, oui. Mais c'est le problème des acronymes, c'est que j'oublie à chaque fois. Et puis on a beaucoup d'acronymes, notamment en santé environnement, mais évidemment pas que. Ok. Évidemment, enfin, c'est pas moi qui vais dire non. Alors, on est en train de réfléchir véritablement à une proposition de loi sur la question de One Health en général. Moi, je rêvais, avec ces gouvernements successifs, d'une création à minima d'un secrétariat à la santé environnement. Évidemment, on peut avoir des ambitions plus importantes, mais en tout cas, qui est vraiment cette réalité qui puisse être identifiée. Donc, on est en réflexion. Il faut distinguer aussi ce qui est de l'ordre du réglementaire et du législatif, mais d'une manière plus générale, ce que tu interroges, c'est évidemment la nécessité d'avoir un vrai projecteur sur cette question-là. Alors, évidemment que si on l'intègre dans du législatif, ce sera une contrainte. Donc là, il n'y aura pas le choix. Et puis, je rejoins ce que vous disiez sur, justement, cette réalité qui fait qu'une seule santé, c'est quand même pas quelque chose qui est connu de tout le monde. Moi, j'ai fait cette observation, justement, avec mes collègues parlementaires, qui, pour ceux qui sont intéressés, je suis en commission du développement durable, mais y compris au sein de la commission du développement durable, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la santé environnement, et une seule santé, j'en perds encore plus. Donc c'est vraiment cette nécessité de vouloir absolument en parler. Donc oui, je pense qu'il faut intégrer alors RSE, responsabilité sociale et environnementale, responsabilité sanitaire et environnementale, enfin on trouvera un nom qui ira bien, mais voilà, sachez qu'il y a une réflexion et que je vais essayer de pousser au niveau de la commission du développement durable, puisque c'est comme ça qu'on travaille, une mission d'information conjointe avec les affaires sociales, les deux commissions, qui pourraient travailler ensemble sur justement une proposition autour d'une seule santé. On a des acteurs qui sont quand même très mobilisés chez nous et je pense notamment à la création de l'Institut One Health il y a 2 ans, là, lors du Salon international de l'agriculture par Agnès Firmin-Lebaudot.
qui est justement un organisme de formation qui a lancé ses premières couvées là, cet automne, et qui va justement dans le sens de, évidemment, répandre la bonne nouvelle et diffuser cette culture d'une seule santé. Merci beaucoup. Signaler peut-être, puisque Madame, vous parliez de la ville de Strasbourg, donc il y a un réseau qui a émergé en 2022, One Health for Cities, avec plusieurs villes qui se connectent là-dessus. Le contrat local de santé à Lyon a intégré le One Health, justement. Donc, nous étions dans un colloque à Strasbourg il y a 2 ou 3 ans avec le docteur Casemiro Vizzini. Donc, on voit bien que ça bouge. Et ça bouge parfois plus facilement au niveau d'une ville qu'au niveau d'un État. Et donc, vous avez du courage de faire ce travail-là. Nous avions notre colloque à Dakar en octobre. Et effectivement, il y avait une personne qui était là, rattachée au Premier ministre, Madame Wanelf, du gouvernement interministériel. Donc, il y a aussi des gouvernements africains qui ont intégré ces réalités parce qu'ils sont confrontés à tellement d'enjeux que, de toute façon, la terminologie leur convient pour prendre en compte un certain nombre de facteurs. Et on a la chance d'avoir au sein de France for One Health, Jean Sibilia, qui est doyen de la faculté de Strasbourg, et qui s'intéresse beaucoup à ça et qui fait un pont extraordinaire entre justement la science humaine et le reste enfin la santé humaine et le reste des autres santé. Et si Olivier me permet juste, parce que santé environnement c'est très important, il faut aller un peu au-delà quand on parle One Health. Je vais dire pour un exemple, on a cité Ebola, Benoît Vanet a cité Ebola. Ebola, réunion le 20 mars 2014, des experts, 6 échantillons sont remontés par MSF Suisse en Europe, ça a fini au bout de quelques jours par atterrir au P4 de Lyon. On est en réunion à l'INSERM, il y a Jean-François Delfrécy que vous connaissez, et le directeur du P4 de Lyon reçoit l'information de Sylvain Bèze que sur 6 échantillons, il y en a 2 Ebola. La réunion, je ne citerai pas de nom, c'est, bon, on a l'habitude des pathogènes de classe 4, les personnes vont mourir, c'est confiné en Guinée-Forestière, ça va mourir, dans 2-3 mois, c'est fini. Ça n'a pas été le cas du tout. Pourquoi? Et ensuite, notamment avec Jean-François Delfrécy, on a coécrit un papier là-dessus, c'est qu'il n'y avait pas d'anticipation sur les routes qui avaient été construites. Donc, l'ONL, c'est aussi l'urbanisme, c'est des tas de facteurs au-delà de santé-environnement. Parce que quand les gens de l'urbanisme aménagent le territoire, ils font bouger les animaux, ils font bouger des tas de choses, et ça, c'est pas toujours concerté au niveau des... Donc voilà, je m'arrête là sur l'anecdote, mais alors on a un avis du CESE sur son environnement, enfin il y a beaucoup de choses qui sont publiées, qui peuvent aider, mais oui, c'est vrai que ça passe par ces événements comme aujourd'hui, ici à l'Académie d'agriculture, après l'an dernier à l'Académie de médecine. Dans le cadre international, c'est du travail. Il faut saluer tous les gens et les scientifiques qui nous rappellent ça, ceux qui font bouger les lignes, qui s'engagent là-dessus, parce que c'est notre enjeu sociétal aujourd'hui. Notre santé elle dépend de celle de la planète, du vivant, de nos pratiques. Et il ne faut pas croire que ça tombe du ciel. Nous sommes responsables de nos pratiques humaines, des choix que nous faisons aussi. Donc effectivement, les parlementaires sont très importants pour les choix, les budgets, ce que l'on fait, parce qu'on va dessiner le futur de notre santé à nous et de la planète. Anne-Cécile. Alors, absolument, mais l'urbanisme est déjà intégré dans la santé-environnement, notamment dans le cadre du plan national santé-environnement. Il y a des actions qui sont vraiment pensées justement pour, et les plans régionaux évidemment, pour penser l'aménagement justement dans le respect de la santé-environnement, de nos expositions. Et c'est justement une partie du travail du groupe santé-environnement. Le groupe santé-environnement, c'est une grosse machine qui a été créée en 2014 par le ministère de la Transition éco et le ministère de la Santé, et qui réunit à peu près 150-200 membres, dont certaines personnes sont présentes ici, et qui viennent du monde associatif, du monde évidemment scientifique, santé animale, santé végétale et santé humaine, et puis des parlementaires, des administrations, du monde économique. Enfin voilà, tout le monde participe à ces travaux. C'est organisé entre 4 groupes de suivi, justement. L'idée première étant de suivre la mise en œuvre des plans nationaux santé-environnement. Ça, c'était la fonction première. Et c'est organisé entre 4 groupes pour justement pouvoir suivre les différentes actions du PNSE. Donc, il y a un groupe de suivi qui est dédié plus particulièrement à une seule santé, justement. Il y a un groupe de suivi qui est plus sur sur les données et les recherches scientifiques, parce que vous l'avez dit, et on ne cessera jamais de le marteler, on n'avancera que lorsque on se basera effectivement que sur du scientifique et de l'objectif, et de l'objectiver véritablement. Et puis, il y en a un autre qui est sur information,
formation, sensibilisation. Donc justement, c'est cette idée d'aller, encore une fois, transmettre cette culture de la santé-environnement. Et puis, il y en a un autre sur la gestion des risques, sur la gestion des risques environnementaux. Donc ces personnes travaillent en continu et vraiment, ils font un travail extraordinaire, bénévole, hein, ils font un travail extraordinaire. Et puis on a des plénières où on fait un point justement régulièrement sur la manière dont les travaux avancent. Pour illustrer ce fil rouge, un des fils rouges que vous avez eu sur la nécessité de la transversalité, le groupe santé-environnement, c'est 11 ministères, plus d'une trentaine de directions. Et on ne va pas se mentir, hein, aujourd'hui on ne travaille pas tous ensemble. J'ai des travaux très rapprochés avec la santé, avec la transition éco, l'agriculture, mais c'est vrai que les autres, ce n'est pas encore très intuitif de pouvoir travailler tous ensemble, alors même qu'il y a 2 ans, il y avait eu une volonté au niveau du Premier ministre de mettre une task force justement interministérielle pour travailler ces questions-là de manière transversale. Et je crois qu'il faut qu'on aille au-delà de ces intentions. Il y avait une réalité avec des travaux, hein, mais je crois qu'il faut aussi qu'on les prouve vraiment, encore une fois, dans le quotidien. Et puis, il y a un autre organe dans le groupe santé-environnement, c'est le comité d'animation des territoires. Et là, ça rejoint aussi une autre préoccupation que vous avez évoquée ce matin, c'est la nécessité d'être au plus près des territoires. On part de l'idée que, finalement, les meilleurs artisans de la mise en œuvre de nos politiques publiques, ce sont les élus. C'est les élus locaux qui vont ensuite, évidemment, essayer de transmettre à leurs habitants. Donc, ce comité d'animation des territoires qui est coprésidé par deux élus locaux, leur mission, c'est justement non seulement d'accompagner la mise en œuvre aussi, là, cette fois-ci, des plans régionaux, en tout cas d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, c'est d'aller voir concrètement les initiatives et les innovations, justement, qui peuvent être extrêmement intéressantes. Et en matière d'urbanisme, on a des choses extraordinaires qui se font. Donc l'idée, c'est d'aller voir et puis évidemment d'essayer de proposer comme modèle certaines initiatives qui sont extrêmement pertinentes. Et puis, à contrario, c'est de pouvoir peut-être aller aider des territoires qui sont peut-être plus en difficulté, justement, par manque aussi, tout simplement, parfois de moyens, il y a une réalité, mais aussi d'ingénierie. Les petites communes, elles n'ont pas forcément les ressources humaines pour pouvoir penser les choses de manière certainement optimale. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la manière dont travaille le groupe santé-environnement et qui permet justement d'avoir, l'idée c'est justement d'avoir une visibilité et aujourd'hui il a une fonction supplémentaire qui est d'être force de proposition justement pour nos politiques publiques. Donc c'est là où moi je suis toujours très très heureuse d'être avec des acteurs, les acteurs que vous êtes de la santé-environnement et de Une Seule Santé, parce que c'est encore une fois comme ça que je me nourris et que je nourris mes collègues pour pouvoir avancer vraiment. Et puis donc on a, en tout cas, on est un certain groupe de parlementaires, un certain nombre de parlementaires à vouloir vraiment travailler ces questions-là. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on veuille aller trop vite, parce qu'on a déjà des propositions de loi qui ont été ébauchées, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin pour avoir un vrai impact massif et positif sur ce qu'on souhaite en faire. Donc, finalement, je crois que le groupe santé-environnement, il reprend les grandes lignes que vous avez évoquées aujourd'hui, c'est-à-dire la nécessité d'une transversalité absolue. Il faut absolument désiloter. Et on le voit encore à travers tous les acteurs qui traitent de la question de la santé-environnement et de Une Seule Santé. Enfin, c'est compliqué. Moi, j'avais demandé justement aux administrations de me faire une carte mentale. C'est compliqué, hein, c'est très très compliqué et je ne suis pas sûre que tout le monde travaille ensemble. Donc il y a aussi cette idée de fédérer autour d'un objet commun et puis évidemment de vraiment travailler sur la science. Alors là, évidemment, on a tous vu les annonces récentes sur la recherche et il va falloir qu'on travaille. De toute façon, on n'a pas le choix dans un contexte budgétaire contraint. Après, évidemment que c'est notre rôle aussi à nous, dans la mesure du possible, de pouvoir arbitrer adéquatement justement les questions budgétaires. Mais en tout cas, sachez que voilà, nous sommes quand même quelques-uns à soutenir la recherche et notamment en matière de santé-environnement. Moi, je suis extrêmement vigilante justement on va dire, à la pérennité des crédits de certaines agences et de certains travaux de recherche. Voilà, donc le maître mot, c'est tous ensemble et avec évidemment des faits avérés, scientifiques. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble et à,
je pense, traverser les différentes barrières qui pourraient sembler en être et qui en réalité n'en sont pas du tout. On a tous la capacité à travailler ensemble. Merci Anne-Cécile pour ce mot de conclusion de notre journée. Vraiment merci d'être venu. Je crois qu'on a abordé des sujets qui sont des sujets primordiaux. En tout cas, si ça ne l'est pas et si ça ne semble pas être des sujets primordiaux aujourd'hui, je peux vous assurer qu'à mon avis, dans 2 ans, 3 ans, ce sera au centre des préoccupations de tous. On arrêtera d'avoir des facs de médecine pour avoir des facs de santé qui intégreront la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, la santé des plantes et les autres. Et très certainement, ça va donner lieu au développement de nouveaux métiers, donc de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de gouverner la société. Et je crois que c'est très très important dans un contexte qui n'est pas facile, en particulier pour la science. Quand on a vu ce qui s'est passé lundi dernier en ce qui concerne la science et que rappelait Benoît, c'est pas folichon, ça met pas le cœur en joie. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs Agnès Buzyn a fait une tribune dans Le Monde qui est remarquable sur science et démocratie. Donc là, elle touche du doigt une vraie réalité sur comment garder la science comme étant un rempart pour la démocratie. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. Et d'ailleurs, alors à côté de et en prolongement, si ces questions de science et de démocratie vous intéressent, elle interviendra au Café Nil le 5 février prochain, justement pour nous parler de toutes ces questions-là. Merci vraiment de votre présence. Ça a été pour moi un grand moment de plaisir de vous accueillir. Merci à l'Académie de l'Agriculture pour son soutien qui était magnifique. Merci à tous nos intervenants pour la qualité de leur prise de parole. Et bien, écoutez, on se retrouvera, j'espère, avant l'année prochaine, autour d'autres événements ou d'autres prises de position du think tank France for One Health. Merci à tous.